ce soir. Avant de commencer, je voulais tout de suite vous dire que nous organisons samedi une manifestation au départ de la place Dauphine. C'est une manifestation que nous en organisons toutes les semaines, depuis octobre, ainsi que d'autres événements. Et donc, nous espérons vous y voir nombreux pour défendre les droits du peuple palestinien, pour cesser de couler les médias. Et voilà. Donc, je vais laisser parler Pierre, qui est là pour celui que vous venez écouter ce soir. Merci Pierre. Est-ce que tu parles debout? Oui, je parle debout. Ah. Bonsoir à toutes et à tous et vraiment merci pour cette invitation. Peut-être avant de parler de la situation, je présente un peu l'UJFP et moi-même. Donc l'UJFP, qui existe depuis très longtemps à Strasbourg aussi, existe depuis 1994, pour 30 ans maintenant. Au début, sur la position pas de crime en notre nom, mais très vite, la réalité de ce qui se passe en Palestine, Israël, nous a sauté aux yeux. Les noms qu'il faut mettre sur cette guerre, le mot conflit est un mot impropre, parce que c'est une guerre de destruction contre le peuple palestinien. Ces mots, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide, suprémacisme, et je peux dire aussi, en tant que juif aujourd'hui, fascisme. Et l'UJFP appartient à BDS France. Nous faisons nôtre toutes les revendications de l'appel palestinien de 2005 au boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël. Nous sommes évidemment intimement persuadés que tant que l'État d'Israël ne sera pas puni pour les crimes qu'il commet, il ne se passera rien. Le rouleau compresseur colonial va continuer. L'UJFP, depuis maintenant une quinzaine d'années, est une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes non pas bien que juifs, mais nous sommes antisionistes parce que juifs, parce que le sionisme, c'est un crime contre le peuple palestinien, mais pour nous, c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité. Nous voulons quelque part les héritiers d'une période où la grande majorité des juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Vous pourrez d'ailleurs trouver parmi les livres qu'on a amenés, Antisionisme et l'histoire juive, où nous présentons une cinquantaine de textes des juifs contre le sionisme. Personnellement, je suis professeur de maths à la retraite. J'ai été 2 fois à Gaza, plusieurs fois en Cisjordanie et 2 fois à Gaza. Et donc je parlerai assez longuement de Gaza parce que nous avons une coopération continue avec toute une partie de la population de Gaza qui dure maintenant depuis une dizaine d'années. Mais en me présentant, je suis un peu obligé de dire, parce que les propos que je tiens, souvent mes camarades, notamment mes camarades arabes, me disent « toi tu peux le dire, mais nous on ne peut pas ». Donc effectivement, on a cette chance quelque part. Mes parents sont arrivés en France en 1938 d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est partagé entre la Moldavie et un petit peu l'Ukraine au sud. Ils étaient communistes, ils ont été résistants pendant la guerre, ma mère dans la MOI, la manœuvre immigrée, qui était le bras armé des étrangers du Parti communiste. Elle a été agent de liaison, elle a été la seule rescapée d'une famille exterminée et qui était complètement disparue, qui était restée en Europe orientale. Et mon père, parce que c'est l'actualité, a été le seul survivant des 67 membres du groupe Manouchian qui ont été arrêtés par la police française, ne l'oublions jamais, et torturés par la police française, ne l'oublions jamais, en novembre 1943. La plupart ont été fusillés, vous le savez, au Mont-Valérien ou ailleurs, et lui a été déporté à Bourg-de-Valle et il est revenu. C'est pour dire que, comme je vais parler au tout début de la question d'antisémitisme, dans mon histoire familiale intime, c'est de quoi je parle. Alors, cette guerre, je suis évidemment obligé de commencer par la fin. On a en ce moment un génocide en cours à Gaza. Le nombre de morts, il faut y ajouter évidemment le nombre de disparus. On en est en gros à 45 000 morts.
l'équivalent, si on compare la population de Gaza à la population française, c'est 1,5 million de personnes. Je me permets de dire que tous ceux qui argotent sur le mot génocide, j'en parlerai en tant que juif, j'appelle ça du négationnisme. Nous sommes particulièrement indignés quand des gens mettent en doute la réalité du génocide que les Juifs ont subi, et aujourd'hui mettre en doute ce qui est en train de se passer à Gaza. Et dans le mot génocide, souvent on dit ce n'est pas seulement extermination. Le mot génocide est totalement défini dans le droit international, et par exemple l'organisation de la famine, le déplacement forcé de 2 millions de personnes à Gaza, tout ça, ça fait partie de la définition internationale du génocide. Les Israéliens ont ciblé les journalistes, des centaines ont été tués maintenant, ils ont ciblé des organisations comme We Are Not Numbers, nous ne sommes pas des nombres, ils ont tué spécifiquement son dirigeant, ils ont ciblé les personnels médicaux. On vient de retrouver autour de l'hôpital Al-Nasser 395 personnes dans un charnier menotté et fusillées. Donc tout ça, ça s'appelle aussi crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Et je parlerai de Gaza à la fin parce que Gaza est tellement diffamé, mais je vais commencer par remonter dans toute l'histoire. Et comme on va parler beaucoup d'antisémitisme et de sionisme, j'ai essayé de défaire un certain nombre d'idées fausses qui circulent un petit peu partout. La première que je vais prendre, c'est les sionistes disent après 2000 ans d'exil, nous sommes rentrés chez nous. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est que les Palestiniens sont des intrus. Donc est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'il y avait une légitimité à une arrivée massive de colons juifs à la fin du 19e siècle et au début du 20e? La réponse est non. Alors d'abord, je défais, je m'excuse pour mes camarades croyants, parce que je vais peut-être les choquer. Là, je vais remonter à l'Antiquité, parce que l'Antiquité a une grosse importance dans ce qui se passe aujourd'hui. La Bible, c'est un livre religieux. La Bible hébraïque d'abord, puis les textes saints chrétiens et musulmans. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Donc en particulier, je vais prendre quelques épisodes parce qu'ils ont une importance aujourd'hui. La conquête sanglante de Canaan par Josué. Elle n'a pas existé. Les Hébreux sont un peuple autochtone. Il y a encore de vagues discussions sur est-ce qu'ils étaient en Jordanie, est-ce qu'ils étaient déjà sur les collines. Mais bon, c'est un peuple autochtone. Ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, heureusement. Donc les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Ça a une importance parce que c'est devenu le livre de chevet des colons qui disent Dieu a donné cette terre au peuple juif, nous rentrons chez nous, et qui d'ailleurs ont donné à toutes leurs colonies des noms bibliques. Cet épisode-là n'a pas existé. Le royaume unifié de Salomon et David, à l'époque présumée de Salomon et David, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer. Donc le grand temple, la reine du sabbat, vous pouvez oublier pourquoi je dis ça, parce que les sionistes disent nous reconstituons le royaume unifié de Salomon et David. L'histoire telle qu'elle est avérée, elle commence un petit peu après, elle commence vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, et ce qui est avéré, c'est qu'il y avait deux royaumes, avec certes des princes qui étaient de religion qui deviendra plus tard la religion juive, mais ce qui est vrai et qui est fondamental aujourd'hui pour comprendre la Palestine, c'est qu'en ce territoire, il y a toujours eu des peuples différents, des langues différentes et des dieux différents. À 15 km d'écart, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas les mêmes dieux. Et par exemple, même le mot Palestine vient des Philistins qui n'étaient pas des Sémites, qui étaient un peuple de la mer. Donc il faut comprendre cette région comme ayant toujours été une terre de mélange et une terre de vivre ensemble de gens différents. Et donc ça rend encore plus fou cette volonté de créer aujourd'hui un État ethniquement pur, mais ça ne correspond strictement à rien au niveau historique. Toujours dans les idées fausses, il y a en 70 après Jésus-Christ, il y a eu la conquête romaine, les troupes de Titus prennent Jérusalem, interdisent Jérusalem aux Juifs, et après les sionistes, des centaines de milliers, des millions de Juifs auraient quitté la région et se seraient répandus partout en Méditerranée, et nous serions leurs descendants. Pas plus moi que les quelques membres de l'UJFP que vous connaissez ici, n'est pas l'équipe proche-orientale. Donc nous ne sommes pas les descendants des Judéens d'Antiquité, nous sommes les descendants
convertis de différentes époques, de différentes régions. Pour les Juifs du Maghreb, très probablement majoritairement des Berbères, descendants de Berbères judaïsés. Pour les Juifs ashkénazes, dont je suis probablement en partie descendant des convertis de l'Empire khazar, qui était un empire à la fois turc et slave, et qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, très majoritairement les Palestiniens. Et la Palestine a été, pendant plusieurs siècles, a eu une composition d'à peu près 80% de musulmans, 10 à 15% de chrétiens, 5% de juifs, qui vivaient en bonne intelligence parce que la Palestine était le lieu où on gardait les lieux saints des trois religions monothéistes. Et tout ça, ça se passe avant l'arrivée du sionisme, et ces gens-là sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, c'est pas nous. Donc bien comprendre que derrière l'argument exil et le retour, il n'y a eu ni exil ni retour, il y aura conquête coloniale. C'est un premier point qu'il fallait préciser. Le deuxième point sur l'antisémitisme. Alors déjà, je vais tout de suite dire, le mot antisémitisme est un mot impropre. Un mot impropre, c'est un des premiers racialistes du XIXe siècle, Wilhelm Marr, un journaliste allemand, qui invente ce mot-là. Mais les sémites, il y a eu des langues sémitiques, l'araméen, l'arabe, l'hébreu sont des langues sémitiques, mais les peuples sémitiques, il y en a eu dans l'Antiquité, et comme je l'ai dit, les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas des sémites, et les Arabes pas plus, en excusant pour mes camarades qui sont là, mais ceux qui sont berbères ou égyptiens, n'ont aucun rapport avec les sémites. Vous enlevez ce langage-là qui est un langage de l'ennemi. Bon, il se trouve que l'antisémitisme est un mot qui a désigné la stigmatisation des Juifs. D'où elle est partie? Elle est partie des chrétiens. Donc là aussi, il y a une espèce de révisionnisme qui est en train de se faire. Netanyahou avait prononcé en 2015 un discours en disant « Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand mufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée ». Donc du révisionnisme pur et simple, mais qui a un but. Et le but, c'est de dire la persécution des Juifs, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est pas l'Europe. C'est tout à fait faux. La persécution des Juifs, historiquement, c'est les chrétiens et c'est l'Europe. Alors les chrétiens, pourquoi? Vous devez comprendre que le judaïsme a été une religion prosélyte, que probablement à l'apogée de l'Empire romain, 10% de la population de l'Empire romain est juive, mais ce n'est pas des Judéens, c'est des Italiens, des Égyptiens, des Grecs ou des Gaulois qui sont de religion juive, surtout des Espagnols d'ailleurs. Probablement 10% de la population. Et puis quand le christianisme va prendre le pouvoir dans l'Empire romain, à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, il va édicter contre cette religion concurrente toute une série d'interdits. Alors il y a l'interdit le pire, ça a été l'interdit de posséder la terre, qui va poursuivre les Juifs pendant toute l'histoire chrétienne, mais il y a eu toute une stigmatisation. La pire, c'était les crimes rituels et le peuple déicide. Le peuple déicide ne sera aboli qu'au Concile Vatican II en 1962, et c'est resté extrêmement longtemps. Les mesures qui seront prises contre les Juifs, alors, on va interdire un certain nombre de métiers aux chrétiens pour les donner aux Juifs, usuriers et banquiers. Mais il est bien dans l'idée que l'écrasante majorité des Juifs n'étaient ni usuriers ni banquiers, ils étaient colporteurs, ils étaient commerçants, ils étaient artisans, et en général, ce n'était pas une population extrêmement riche, mais ils étaient lettrés. Dans la stigmatisation que les chrétiens vont donner, ils vont les enfermer dans des quartiers qui prendront le nom de Juderia en Espagne, de ghetto dans un quartier de Venise en Europe. Et cet anti-judaïsme va devenir de plus en plus violent. Au début, ce sont des expulsions d'un certain nombre de royaumes chrétiens. Et puis, à partir de la première croisade, avant d'aller tuer l'infidèle au Proche-Orient, on va commencer à se faire la main sur les Juifs de la vallée du Rhin, notamment à Strasbourg, on sait bien de quoi on parle. Et puis, il va y avoir, à Strasbourg toujours, quelques centaines de Juifs qui seront brûlés, accusés de propager la peste noire en 1349. Il y aura l'épisode espagnol, où probablement 5% de la population est juive, où ils vont être forcés de partir ou de se convertir, et les autres vont être brûlés, où les Espagnols vont même inventer la limpieza des sangre, la pureté du sang, c'est-à-dire qu'ils vont pourchasser et brûler ou expulser les marades, qui étaient des chrétiens d'origine juive et qui étaient accusés de judaïser en silence. On pourrait dire Ricard Morin qui raconte très bien l'histoire des marades, puisqu'il en est un.
dans la persécution des Juifs en Europe. Il y a en Europe orientale des grands pogroms, c'est un nom russe, puis Kozak Khmelnytsky en Ukraine. Voilà, on a un bon millénaire d'anti-judaïsme chrétien. Et qu'est-ce qui se passe? L'anti-judaïsme chrétien au XIXe siècle va se transformer en antisémitisme racial, il va s'y ajouter. Alors comment l'expliquer? Je donne mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Au XIXe siècle, l'Europe domine le monde. Il n'est pas question de partager les richesses. Et donc, avec la collaboration active d'un certain nombre d'intellectuels, linguistes, archéologues, historiens, biologistes, on va inventer la notion de race. Et dans la notion de race, évidemment, la notion de race supérieure et de race inférieure. Alors, les races inférieures dans le monde dominé, ce sera l'arabe, le noir, l'indien, l'amérindien. Et en Europe, ce sera le juif et le tzigane. Et donc, il y a un développement à partir des couches intellectuelles du fait que les juifs sont un véritable problème. S'y ajoute le fait qu'en Europe, les trois grands empires sont en train de s'écrouler, l'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, naissent sur les ruines de ces empires toute une série de nationalismes, et tous ces nationalismes, ils ont deux points en commun. Ils prônent des États éthiquement purs, de façon épouvantable. Le sionisme va copier ce projet de faire des États éthiquement purs, et ils prônent des États éthiquement purs, et ils sont antisémites, parce que quelle est la minorité qui empêche dans toute l'Europe de créer des États éthiquement purs? C'est les Juifs. On est dans une période, fin du XIXe siècle, où 60% des Juifs du monde entier vivent dans un seul pays. C'est pas du tout la Palestine, c'est l'Empire russe. Dans l'Empire russe, pour empêcher la montée du mouvement révolutionnaire, les autorités tsaristes ont organisé toute une politique de persécution des Juifs et de pogroms. Mes deux grands-mères ont été des survivantes d'un des plus célèbres pogroms, qui est celui de Kishinev, en 1903. Et donc, c'est ça le passage qu'on va avoir de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial. J'y ajouterai aussi le fait qu'en Europe occidentale, les Juifs ont commencé à sortir du ghetto, ça commence en France et en Allemagne, et que ces Juifs qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient parqués dans des quartiers spéciaux, ils vont devenir la minorité invisible, ils sont partout, et donc ça va évidemment attiser tous les fantasmes antisémites qu'on a. Donc, quand je vais parler de la création du sionisme, vous devez bien avoir l'idée qu'on est dans un monde européen dominant le monde et dans lequel l'antisémitisme racial, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, est devenu quelque chose d'hégémonique. Troisième idée fausse que je vais essayer de dissiper, est-ce qu'on a affaire à une guerre religieuse? Non. Déjà, quand je vais vous parler du sionisme, ceux qui ont fondé le sionisme n'étaient pas croyants. Ben Gurion était un bouffeur de rabbin, Théodore Herzl était agnostique, et on prête à Ben Gurion la phrase « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». Et au tout début, le sionisme ne s'intéressait pas spécifiquement à la Palestine, il avait une seule idée, trouver un endroit où on va faire un État juif, et il est imaginé l'Ouganda, l'Argentine ou n'importe quoi. C'est pour essayer de plaire aux religieux, il a pensé à la Palestine, mais ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça ne va pas marcher? Je suis athée, je le confesse, mais je suis l'arrière-petit-fils du grand rabbin d'Odessa, c'est pas légué de génération en génération. Je vais vous dire ce que je sais de la religion juive. C'est une religion messianique, c'est-à-dire que le peuple juif est... Alors, peuple juif, c'est une notion religieuse, c'est pas une notion, il n'y a pas de peuple là, mais c'est une notion religieuse. Le peuple juif est puni par Dieu, il s'est mal conduit, donc il y a eu la destruction du temple, et il est en exil, Galout en hébreu. Et tant qu'il est en exil, le Messie n'est pas arrivé, et il est interdit de rentrer en Terre Sainte. Donc pour les Juifs religieux, et c'est une conception qui sera majoritaire jusque dans les années 1960, retourner en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie, c'est interdit. Et même si on retourne là-bas, on est toujours en exil, donc il n'est pas question d'y créer un État. Donc pour ces Juifs religieux, qui vont être très nombreux au début du XXe siècle et qui vont cesser d'être majoritaires à partir des années 60, la création d'un État juif, c'était une offense incroyable. L'an prochain, à Jérusalem, ça voulait dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme ça les musulmans vont vers la Mecque, mais ça ne veut pas dire je vais à Jérusalem,
et au-delà de Schmimet, j'y fais un état. Le peuple élu, ça voulait dire celui qui a le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Et pour ces religieux, je retrouve un petit peu mes idées. Donc, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est aussi sur la question des langues. La langue hébraïque était réservée à un usage uniquement religieux. Il y avait des langues juives. La langue maternelle de ma mère, c'était le yiddish. Il y avait le judéo-arabe, il y avait le ladino, qui est un espagnol du Moyen-Âge pour les juifs séfarades, descendants de ceux chassés d'Espagne. Mais l'usage de la langue hébraïque était réservé à un usage uniquement religieux. Donc il faut comprendre, et si vous regardez le livre L'antisionisme, une histoire juive, que les premiers antisionistes seront des religieux, parce qu'ils considèrent, pour des raisons religieuses, que le sionisme est un blasphème, c'est quelque chose qui est une offense à... Et j'ajoute en dernier lieu, parce que ça aussi c'est très important, la religion juive historiquement n'est pas territorialiste, c'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où, pas sur un territoire fixe. Et donc toute la théorie qui est aujourd'hui complètement hégémonique en Israël, en particulier chez les colons, qui est Dieu a donné cette terre au peuple juif, ils oublient la fin de la phrase, à condition qu'ils se comportent bien. Toute cette théorie nationaliste, elle est née dans ces 50 dernières années. Historiquement, elle n'appartient pas au judaïsme religieux. Et puis voilà, quand les religieux vont faire irruption dans l'histoire de cette guerre, du point de vue juif, c'est après 1967, après la conquête de la Cisjordanie et de Jérusalem, le sionisme a déjà 80 ans et il y a déjà eu deux nettoyages ethniques. Donc ce n'est pas une guerre religieuse, mais il est certain que la question religieuse complique énormément les choses avec l'apparition du courant nationaliste religieux depuis quelques années. Autre idée que je vais essayer de chasser, est-ce que le sionisme est une réponse à l'antisémitisme? Alors, oui et non. Oui, c'est une réponse à l'antisémitisme, c'est la pire. Et je vais expliquer pourquoi c'est la pire. Comment on va définir le sionisme? Je vais dire au départ, et avant le colonialisme, avant le nationalisme, le sionisme, c'est une théorie de la séparation. Il déclare, il y a plus de 120 ans, que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, que l'antisémitisme est inéluctable, et donc il y a une seule solution, c'est de partir. Et donc, à cette époque-là, on est à la fin du XIXe siècle, il y a les religieux qui vivent entre eux, et qui eux sont antisionistes pour des raisons religieuses. Il y a les assimilationnistes qui ont obtenu un certain nombre de droits en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et qui luttent pour une émancipation un peu plus complète. Il y a les révolutionnaires, parce que comme les rabbins prenaient la soumission à l'ordre établi, le peuple juif étant puni, il ne fallait pas qu'il se révolte, un très grand nombre de juifs, j'en suis l'héritier, en Europe de l'Est, abandonnent la religion. On va les retrouver dans tous les partis révolutionnaires en Europe centrale et en Europe orientale, et ils ont la conception que leur émancipation passe par l'émancipation de l'humanité. Donc pour tout cela, le sionisme peut être une absurdité. On lutte pour les uns sur place pour l'émancipation ou l'assimilation, et pour les autres, on continue de prier Dieu, mais il n'est pas question de s'expatrier et de quitter l'Europe. Donc le sionisme, c'est avant tout une théorie de la séparation. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée fondamentale. Dans le film Yalla Gaza, à un moment, Sylvain Sipel, qui est interrogé par Roland Murier, il dit « Qu'est-ce qui se dit en Israël? Nous ne voulons pas vivre avec ces gens-là. » Et c'est quelque chose qui est totalement clair, c'est cette notion-là qui est la plus profondément ancrée, mais elle est ancrée dès le départ. Et donc, du fait que c'est une théorie de la séparation, les sionistes vont avoir l'appui de tous les antisémites de l'époque. Alors, je vais donner des tas d'exemples. Quand Herzl écrit le livre fondateur, l'État des Juifs, et on est au moment de l'affaire Dreyfus, il y a Édouard Dounon, le chef des anti-Dreyfusards en France, la libre parole, la France juive, qui écrivait dans son torchon des appels au meurtre contre les Juifs. Il écrit dans son torchon « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Quelqu'un qui dit qu'il faut partir, c'est super. Quand, peu avant sa mort, Herzl va voir Plévé, l'organisateur des pogroms, le ministre de l'Intérieur du Tsar, et les deux hommes tombent d'accord sur le fait que les Juifs russes, qui sont les plus nombreux,
doivent quitter l'Europe. Et Plevey ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Quand Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, apprend qu'il va y avoir le congrès fondateur du sionisme, initialement le congrès devait avoir lieu à Munich. Et les rabbins allemands, à la quasi-unanimité, ont signé une pétition contre ce qu'ils appelaient la folie sioniste, et le congrès aura lieu à Bâle. Et Guillaume II griffonne à son ministre de l'Intérieur: ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Donc pendant très longtemps, et je vais expliquer que ça va durer, le couple, c'est pas, excusez-moi monsieur Batron, je ne fais pas d'imbécile comme vous, ce n'est pas antisionisme, antisémitisme le couple, c'est évidemment sionisme, antisémitisme, parce que sionisme et antisémitisme étaient d'accord sur l'essentiel: les juifs et les non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, et les juifs doivent partir et quitter l'Europe. Il y aura 6 années totalement tragiques d'exception, 1939-1945, l'extermination nazie, qui vient évidemment du fait que Hitler, attaquant la Pologne et l'Allemagne, où vivaient l'essentiel des juifs européens, là il passe à l'extermination. En dehors de ces 6 années, et j'expliquerai même au début du régime nazi, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel: les juifs doivent quitter l'Europe. Il faut bien avoir cette idée en tête. Parmi les antisémites, les plus grands alliés des sionistes, et ça continue, ça dure depuis plus d'un siècle, et ça a beaucoup plus d'importance qu'on ne peut le croire, il y a les chrétiens sionistes. De quoi il s'agit? Dans le protestantisme anglo-saxon, et dans le protestantisme en général, la Bible a été traduite dans la langue d'origine. Donc les personnages de la Bible sont des personnages de tous les jours, et parmi les anglo-saxons, et notamment ceux qui vont aller peupler les nouvelles colonies, il y a l'idée que pour favoriser le retour du Christ, il faut que les Juifs retournent en Terre Sainte, chassent le mal, Armageddon, clairement identifié aux Arabes, puis se convertissent à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ces chrétiens sionistes sont millénaristes et sont antisémites. Ils sont aujourd'hui plusieurs dizaines de millions aux États-Unis. C'est eux qui détiennent l'essentiel du lobby pro-israélien aux États-Unis, en particulier les PAC. Ils ont une puissance financière absolument énorme. Il faut savoir qu'il y a eu des grands noms qui ont été chrétiens sionistes. Le premier, c'est Balfour. Arthur Balfour et Lloyd George, au moment de la déclaration Balfour, sont des chrétiens sionistes. Balfour avait été Premier ministre en 1905 de la Grande-Bretagne. Il avait édicté des lois anti-juives contre les juifs polonais qui venaient semer la révolution à Londres. Le même homme, 12 ans après, envoie une belle lettre à Lord Rothschild, le financier du mouvement sioniste anglais, en lui disant: on va conquérir la Palestine, on vous la donne. Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Je vais paraphraser Hannah Arendt, pour les antisémites, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, et s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est ça la traversée du désert que le sionisme a permis, et c'est ça qui a été farouchement soutenu par les chrétiens sionistes. Plus tard, Truman, qui est président des États-Unis au moment de la création de l'État d'Israël, c'était un chrétien sioniste. Quand il a quitté le pouvoir, il visite une synagogue à New York, il est acclamé par les fidèles, et il dit: mais moi j'ai rien fait, c'est la main de Dieu qui m'a guidé. Il faut comprendre un petit peu dans quel état d'esprit sont les soutiens chrétiens sionistes au projet sioniste. Et depuis, les chrétiens sionistes états-uniens qui ont des millions, qui ont une puissance financière où ils peuvent faire et défaire, faire élire ou faire battre n'importe quel candidat au Congrès ou à la Chambre des représentants, ces chrétiens sionistes, ils manipulent, c'est eux qui tiennent véritablement le pouvoir, et sachez que c'est eux qui ont donné le maximum d'argent pour la colonisation. Donc sachez que la majorité des colonies qui balafrent la Cisjordanie, il y a aujourd'hui 900 000 colons, ont été financées par des antisémites. C'est quand même bon à faire ce rapprochement intéressant. Aujourd'hui, je vais quand même dire aussi, aujourd'hui, toute l'extrême droite raciste est pro-israélienne, mais les antisémites aussi. Et c'est ça que l'extrême droite raciste soit avec Israël, évidemment, parce que l'ennemi numéro 1, c'est devenu le musulman, qui a remplacé les juifs dans l'imaginaire de la haine en Europe. Mais alors on a par exemple Wilders qui vient de remporter les élections aux Pays-Bas. Il a fait évidemment la visite en Israël, il est à fond pro-israélien. Son programme aux Pays-Bas, c'était l'interdiction du Coran. Vous avez De Winter, le flamand, vous avez le fasciste, le néo-nazi Brinkmann en
en Allemagne. Vous avez en France Louis Alliot, l'ex de Marine Le Pen, qui a passé 2 mois dans les colonies. Tous ces gens-là, invités par Lieberman, par Netanyahou. Vous avez Bolsonaro, qui est invité par Israël, visite Yad Vashem, le mémorial du génocide, et dit à la sortie du mémorial, les nazis étaient de gauche, n'est-ce pas? Et toute la direction israélienne est là, et il n'y en a évidemment aucun qui bouge. Donc aujourd'hui, oui, les antisémites, vous avez l'exemple d'Orban, qui a fait une campagne antisémite pour gagner les élections en Hongrie contre le milliardaire juif états-unien d'origine juive hongroise George Soros, et Orban a été officiellement soutenu par Netanyahou. Netanyahou a désavoué l'ambassadeur d'Israël qui avait protesté contre les propos d'Orban. Il est allé à Budapest en disant Orban est notre ami et Soros est notre ennemi. Donc soyons clairs, aujourd'hui, l'extrême droite, y compris l'extrême droite antisémite, soutient Israël pour se caler. Et donc, dans l'idée que dans l'instrumentalisation de l'antisémitisme, ne l'oubliez jamais. Et en France, que ce soit Éric Zemmour qui expliquait que Pétain voulait sauver les Juifs, ou que ce soit le Rassemblement national, ils sont tous évidemment à fond pour Israël. Il n'y a aucun problème là-dessus que l'extrême droite, y compris les racistes, soutient le projet sioniste. Sur le sionisme, toujours, dans sa définition, souvent on réduit sa définition. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas enlever dans la définition du sionisme le roman national, l'exil et le retour, on ne peut pas l'enlever. La complicité avec les antisémites, on ne peut pas l'enlever. Mais évidemment, les 2 points principaux, c'est colonialisme et nationalisme. Mais là encore, c'est particulier. Le sionisme est un colonialisme particulier, à la différence du colonialisme britannique en Inde ou du colonialisme français en Algérie. Il ne vise pas à asservir l'autochtone, l'indigène, il vise à l'expulser et à le remplacer. Ça s'appelle en anglais settler colonialisme de remplacement. Et ce que je vais vous dire un petit peu après, c'est qu'il l'a fait dès le départ. C'est-à-dire que son programme, qui serait en gros un maximum de territoire pour un minimum d'Arabes, ça a été appliqué dès le début. C'est-à-dire cette idée de remplacer, ce n'est pas une idée récente, c'est une idée qui remonte au mandat britannique et même avant. Le sionisme est un nationalisme particulier. Alors là où il n'est pas particulier, c'est qu'il a copié le pire qu'il y avait sur les nationalismes européens, c'est-à-dire c'est la notion d'État ethniquement pur. Ces nationalismes européens qui sont à l'origine de la guerre de 14, du nazisme et du génocide nazi entre 1939 et 1945, le sionisme a copié complètement cette notion d'un État juif ethniquement pur. Mais il y a encore une différence avec d'autres nationalismes. Les nationalismes européens, très critiquables bien sûr, mais il y avait un territoire où il y avait une majorité de Polonais, un territoire où il y avait une majorité de Lituaniens ou une majorité de Serbes. Il n'y avait aucun territoire en Europe où les Juifs formaient plus de 10% de la population. Donc ce nationalisme, il a inventé le peuple, la langue et la terre. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple, parce que je partage ce qu'a dit Shlomo Sand, il n'y a pas un peuple juif. Il y a des peuples juifs, c'est une notion religieuse. Mais il y a des peuples juifs, il y a un peuple séfarade, descendant des Juifs chassés d'Espagne, il y a un peuple judéo-arabe au Maghreb, judéo-yéménite au Yémen, il y a un peuple yiddish, où je suis issu, qui était une dizaine de millions de personnes entre mer Baltique et mer Noire. Mais dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite, c'est une construction historique, ça n'a aucun sens. Ils ont inventé la terre parce que j'ai expliqué que pour les juifs religieux, on n'avait pas le droit de retourner sur cette terre, et pour les juifs laïcs, on se battait pour l'émancipation sur place. Et ils ont inventé la langue, il y avait des langues juives, le ladino, le yiddish, le judéo-arabe, et il n'y avait pas l'hébreu qui était réservé à la religion. Donc c'est véritablement un nationalisme extrêmement particulier. Toujours parmi les idées fausses, est-ce qu'Israël est une réponse au génocide nazi? Ce qui est vrai, c'est que c'est parce qu'il y a eu le génocide nazi que l'Europe s'est débarrassée de sa responsabilité fondamentale dans l'antisémitisme et le génocide sur le dos du peuple palestinien. Mais l'expropriation des Palestiniens de leur propre pays, elle commence 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Et ça, vous devez le comprendre. La banque coloniale juive, celle qui achète les terres à des féodaux absents pour expulser les métayers présents, elle est fondée en 1898.
le KKL, Kerem Kayemet Israël, le Front National Juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, il est fondé en 1901. Mais ce qui s'est passé, c'est que au moment de la déclaration Balfour, il y a 9% de juifs en Palestine, dont une moitié qui sont des autochtones et qui ne veulent pas d'État juif, qui sont passionnistes. D'ailleurs, le premier assassinat contre un juif, Jacob de Han, ce sera un juif palestinien tué par les sionistes socialistes en 1924. Donc, pour réussir la colonisation, il fallait une colonisation collective. Et c'est pour ça que pendant un demi-siècle, c'est les socialistes, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, qui vont être majoritaires dans le mouvement sioniste. Ils créent en 1920 la Histadrut, le syndicat juif. Alors, je suppose que dans cette salle, il y a un certain nombre de syndiqués. La Histadrut, l'article numéro 1 de ses statuts, c'est la défense du travail juif. On imagine si la CGT, Solidaire ou la FSU avaient comme article numéro 1 des statuts la défense du travail français, ça ne sentirait pas très bon. La première action de la Histadrut en 1921, c'est boycotter les magasins arabes achetés juifs. Donc le modèle de la société séparée. Les sionistes socialistes vont créer les kibbutz. Donc le kibbutz a été une très grande illusion dont j'ai été moi-même l'objet, puisque quand j'étais jeune et bête, j'ai travaillé au kibbutz. Mais voilà, ce n'était pas des instruments de socialisme. Je partage ce que Chez Mossand a dit. C'était des instruments de conquête. On a installé les kibbutz là où il y avait beaucoup de Palestiniens, en Galilée, aux frontières, au nord du désert, autour de Gaza, récemment. Et les kibbutz étaient interdits aux non-juifs. Si un kibbutznik avait l'idée de tomber amoureux d'une palestinienne, ils étaient virés instantanément tous les deux du kibbutz. Et aujourd'hui, dans un État qui est devenu raciste, militariste, et que sont devenus les kibbutz, les cantines ont été privatisées, les kibbutz sont cotés en bourse, et les activités agricoles ont été largement remplacées par la fabrication de gilets pare-balles et de munitions. Donc ça, je suppose qu'il y a quelques socialistes dans cette salle. Un socialisme ethnique et un socialisme raciste, ça ne peut pas marcher. Le socialisme, c'est pour tout le monde, sinon ça ne peut pas marcher, c'est pas du socialisme. C'est la Histadrut qui va créer la compagnie Mekorot des eaux, celle qui aujourd'hui vole l'eau des Palestiniens en la leur revendant 10 fois plus cher qu'aux colons. C'est la Histadrut qui va créer la compagnie Tzim de navigation, celle qui transporte les produits israéliens, y compris les produits des colonies, la compagnie Eged des bus, la banque Apoalim, la banque Léonie, les caisses d'assurance sociale, les caisses de retraite. Et qu'est-ce que j'ai oublié oui, surtout la compagnie Solène Bonnet, la compagnie des travaux publics, celle qui a construit les colonies. Tout ça s'est créé dans les années 20, dans les années 30. C'est-à-dire que des années avant la création de l'État d'Israël, les sionistes, avec la protection de l'impérialisme britannique, on est à l'époque du mandat, ils ont leur État. Donc, quand les conditions seront mûres après 1945, alors oui, il y aura la création de l'État d'Israël avec la complicité de l'Europe et de l'URSS aussi, mais les institutions qui ont expulsé les Palestiniens de leur propre pays, elles existaient depuis des années, et le projet sioniste de virer les Palestiniens, il existait depuis le début du XXe siècle. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Même si, et c'est vrai, beaucoup de Juifs sont arrivés en Palestine parce qu'ils ne savaient pas où aller. Il y a un instant intéressant. En 1944, on est en plein génocide nazi, il y a un vote dans le Yishuv, donc dans ce qui était un peu la Palestine juive autonome. Les Britanniques avaient donné l'autonomie aux sionistes. Et la liste de Martin Buber pour un État binational fait 45% des voix. Donc, 4 ans avant la Nakba, 4 ans avant l'expulsion des Palestiniens, presque un futur Israélien sur 2 n'était pas pour virer les Palestiniens, mais le sionisme l'avait prémédité depuis 50 ans. Et il y a aussi cette idée de distinguer les gens et l'idéologie, c'est quelque chose qui est important. Toujours dans les idées, existe-t-il une gauche sioniste ? On pourrait dire, existe-t-il une gauche de l'apartheid ? Alors évidemment, souvent les gens disent, mais enfin en Israël, il y a une gauche, il y a des syndicats et tout. Si vous enlevez la question du sionisme, vous êtes à plat complètement. Et donc, il y a un mouvement qui se disait socialiste, qui a été hégémonique dans le sionisme jusqu'à 1977, mais
Ce mouvement, je vais l'expliquer, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel il n'a pas joué un rôle majeur. Et pas seulement contre les Palestiniens. En 1933, Ben Gurion, qui était à la direction de l'agence juive, qui a été créée par la Histadrout, j'ai oublié que la Histadrout, elle a créé l'agence juive, qui installait les nouveaux colons, et elle a créé la Haganah, l'ancêtre de Tsahal, qui était la nouvelle armée. Et donc, en 1933, Ben Gurion, dirigeant de l'agence juive, ouvre des négociations avec les autorités nazies. Le nazisme vient de triompher en Allemagne, et ils vont signer les accords de Ahvara. Ahvara en hébreu veut dire transfert, qui vont permettre l'immigration de 60 000 juifs allemands fortunés. Les non fortunés, ça, ils pouvaient crever, ils ont erré partout en Europe, en Palestine. Mais c'était un mécanisme tordu. Ces juifs fortunés étaient obligés de laisser l'essentiel de leur richesse et de leurs biens en Allemagne. Les juifs du Yishuv étaient obligés de consommer allemand. Et surtout, cet accord a brisé le boycott de l'Allemagne nazie que les juifs du monde entier, surtout les juifs des États-Unis, avaient lancé. Et il a permis à Hitler d'avoir accès au marché de l'acier, au marché du pétrole, dont il s'est abondamment servi. 1942, on est en plein génocide nazi. Il y a une conférence sioniste internationale à l'hôtel Biltmore aux États-Unis. Et on pense que la résolution finale, ça va être on va mettre tous nos moyens pour vaincre Hitler. La résolution finale, c'est nous construirons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. 1948, il n'y a plus aucun débat chez les historiens sur la Nakba. Il y a les Palestiniens, dès l'armistice de 1949, ils ont toujours dit qu'ils avaient été victimes d'un nettoyage ethnique prémédité, ponctué d'un assez grand nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ben Gurion avait déclaré « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Et c'était la version en Israël, ça faisait partie de ces mensonges fondateurs du désert, nous avons fait un jardin, il nous faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre, etc. Donc il a propagé ça, et en Israël, c'est ce qu'on apprenait à l'école. En 1988, il y a l'ouverture des archives, c'est 40 ans après 48, en 88 donc, et les historiens israéliens, qu'ils soient sionistes comme Benny Morris, ils pensent qu'il aurait fallu tous les virer, ou qu'ils soient non-sionistes ou anti-sionistes comme Ilan Mbappé, qui est celui qui a fait le meilleur travail, comme Avish Laïm, comme Shlomo Sand, comme Tom Segev, ils vont tous confirmer la version palestinienne, et ils vont surtout commencer à exhumer tous les crimes de guerre qui seront commis par des généraux travaillistes. Ben Gurion délègue le travail du nettoyage ethnique à 3 généraux qui sont des bouffeurs de rabbins, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin et Yigal Allon. Et c'est ceux-là qui vont faire les grands crimes de la guerre de 48. Il y a un film qui est sorti, Tantoura, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sur le massacre d'un village à 20 km au sud de Haïfa. Il y a 250 personnes, le charnier est sous le parking de la plage. Toute une enquête est faite là-dessus. Ça a été nié pendant des années. Et c'était Yitzhak Rabin qui dirigeait la brigade Alexandronie qui a fait ces massacres-là. Les travaillistes sont toujours au pouvoir en 1956, quand il y a l'attaque impérialiste contre l'Égypte de Nasser. L'armée israélienne et les impérialistes français et anglais qui débarquent à Port Saïd parce que Nasser a nationalisé le canal de Suez. Et 1967, c'était pas du tout ce que les médias ont raconté, que Israël était menacé d'anéantissement et tout, pas du tout. Et j'ai su, j'ai la chance, si j'appelle ça une chance, d'avoir eu un général d'extrême droite dans ma très proche famille qui m'a tranquillement expliqué que tout était prêt, que les plans d'attaque contre la Jordanie, l'Égypte et la Syrie étaient prêts depuis 1948. Et il m'a ajouté, on était en juillet 67, et tu vas voir, la colonisation va commencer. Donc ça aussi, c'est pas l'extrême droite qui a initié la colonisation, ce sont les travaillistes. C'est Yigal Allon qui a fait les plans, notamment les plans de colonisation de la vallée du Jourdain. Et puis dès 1967, Israël annexe Jérusalem, multiplie par 10 la superficie de Jérusalem-Est, coupant littéralement la Cisjordanie en deux, et expulse plus de 6000 Palestiniens qui habitaient autour du mur des Lamentations pour en faire le quartier juif de la vieille ville. Donc la colonisation, elle commence en 67, même si elle n'aura pas du tout l'ampleur qu'elle a maintenant, et elle a été initiée par des travaillistes. Je parlerai plus tard de
Rabin et des accords d'Oslo. Je vais parler maintenant de la droite sioniste. Ce n'est pas une droite. Ce sont des fascistes, ce ne sont pas des fascistes depuis récemment, ce sont des fascistes depuis plus d'un siècle. Vers 1920, il y a une scission dans le mouvement sioniste, se crée un courant qui s'est appelé lui-même le courant révisionniste, dont le fondateur et le théoricien était Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa. Ces gens-là, dès le début, sont fascinés par la violence et sont fascinés aussi par tous les États autoritaires qui vont naître en Europe, et en particulier l'Italie. Mussolini parlait de notre fasciste juif Jabotinsky. La radio des révisionnistes se trouvait à Civitavecchia. Le groupe militaire que Jabotinsky va créer, qui existe toujours, le Bétard, dont Abid Meyer et François Khalifa, l'ancien dirigeant du FLIF, ont été membres. Le Bétard faisait des entraînements armés en Italie fasciste à la fin des années 30. C'est ces gens-là aujourd'hui qui nous accusent d'être antisémites, d'accord? Et donc il y avait une fascination pour eux. Vont naître du courant révisionniste des groupes. Alors je suis embêté pour dire terroriste parce que je vais vous expliquer tout à l'heure que nous nions à l'UJFP la notion de terrorisme, qui n'est pas une notion de droit international. Mais ils vont créer des groupes, l'Irgun, dont le dirigeant sera Menachem Begin, 1931. 1939, une scission de l'Irgun, le groupe Stern, ou l'EHI, qui sera dirigé d'abord par Stern, avant que Stern soit tué par les Anglais, puis par Yitzhak Shamir, futur Premier ministre. Ces groupes vont, dès le départ, commencer les assassinats de masse contre la population palestinienne, puis contre les Britanniques, à partir du moment où les Britanniques, après la grande révolte palestinienne de 1936-39, vont limiter ou interdire l'immigration juive en Palestine. Sachez quand même que le groupe Stern va tuer des soldats anglais, des dignitaires anglais en 42, 43, 44. Lord Moyle, qui était le haut représentant britannique au Caire, est assassiné par le groupe Stern en 44, à l'époque où mon père était à Buchenwald et où il y avait des millions de morts dans les camps d'extermination. Donc les gens qui vont diriger Israël, comme Yitzhak Shamir, n'étaient pas seulement des fascistes, c'était aussi des collabos. C'est un juif qui vous dit, je me permets de le dire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Malgré tout ça, aux premières élections israéliennes, juste après avoir chassé de façon préméditée 800 000 Palestiniens, la gauche sioniste est écrasamment hégémonique. Elle obtient un peu plus de 55% des voix avec ses différentes composantes. Et elle va perdre le pouvoir à peu près définitivement, sauf de courtes séquences, en 1977. Qu'est-ce qui s'est passé et comment cette extrême droite fasciste va arriver au pouvoir? Je vais paraphraser Jean-Marie Le Pen. Les électeurs israéliens ont préféré l'original à la copie, c'est-à-dire que les travaillistes avaient fait le sale boulot, ils avaient fait le nettoyage ethnique, ils avaient construit un pays, on n'avait plus besoin d'eux, on pouvait passer au grand Israël messianique, et c'est ce qui va se passer à partir de 1977. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a une opposition à Netanyahou? Il y a une opposition, mais comment dire, elle est à l'intérieur de l'extrême droite. Il y a en Israël des oppositions extrêmement virulentes entre séfarades contre Ashkénazes, laïcs contre religieux, juifs européanisés contre colons, russes contre tous les autres. Mais dans tous ces secteurs-là, l'extrême droite est devenue hégémonique. Elle ne l'était pas. J'ai expliqué comment, alors qu'elle soit hégémonique chez les colons, c'est évident. Qu'elle soit hégémonique chez les religieux, c'est la conquête de 67. Et qu'est-ce qui s'est passé chez les religieux? Il y avait un courant très minoritaire, qui était le courant du grand rabbin Avraham Kook, qui était le rabbin de la Palestine mandataire, qui avait fait la synthèse entre la religion et le sionisme. Ce courant, dès la conquête de 67, devient majoritaire. C'est le fils du rabbin Kook qui va créer le Gush Émonim, le bloc de la foi, et les colons religieux vont naître de ça. Donc avec cela, il n'y a plus aucun dialogue possible. C'est tuer des Palestiniens, les expulser. Donc chez les religieux, maintenant, l'extrême droite est complètement hégémonique. Que ce soit chez les séfarades ou les ashkénazes, ils s'entretuent entre eux, mais ça reste des colons religieux dans les deux cas. L'extrême droite est devenue hégémonique dans l'armée.
L'armée, initialement, c'était des gens de gauche avec les guillemets qu'on y met, avec les Rabin, les Allon, etc. Maintenant, après, ça a devenu des Sharon, des Raphaël Eitan, donc des gens qui assumaient complètement le crime qu'ils faisaient. L'extrême droite est devenue majoritaire chez les Juifs du monde arabe, les Misrahim ou les Séfarades. Ces gens-là ont été sommés de gommer leur arabité, d'oublier de quel monde ils venaient, de prendre une identité qui n'était absolument pas la leur. Par exemple, si on prend l'identité des Juifs maghrébins, c'est qu'ils n'étaient pas des colons, ils étaient là avant les Arabes et qu'ils sont partis avec les colons. Et cette identité-là, c'est pas le génocide nazi, c'est pas l'israélisme, mais on a fait de l'extrême droite. Ils ont été terriblement discriminés en Israël, les Misraïm et les Séfarades, mais Israël n'est pas le seul cas. On est discriminé, vote en majorité pour l'extrême droite. Il paraît qu'on a des élections dans un mois en France et ce sera confirmé. L'extrême droite est devenue majoritaire chez les Russes qui partaient d'un pays à la dérive. On les a mis dans les colonies, on en a fait des cow-boys fascistes. Donc voilà, en Israël, l'extrême droite est devenue hégémonique. Les combats qui ont lieu avec les manifestations contre Netanyahou sont des combats internes à l'extrême droite. Mais si je vous cite les paroles des opposants à Netanyahou, vous serez quand même convaincus que ce n'est pas la solution. Naftali Bennett, qui a été Premier ministre après le court moment où Netanyahou a perdu le pouvoir, avait déclaré « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème ». Benny Gantz, qui est pressenti pour succéder à Netanyahou si l'opposition prend la majorité, c'est je réduirai Gaza à l'âge de pierre. Vous pourrez dire trop tard, Netanyahou l'a fait. Ayelet Shaked, ancienne ministre de l'Intérieur et de la Justice, il faut tuer dans l'œuf les mères palestiniennes car elles élèvent des serpents. Il pourrait continuer comme ça. Donc il n'y a pas de différence entre les déclarations de cela et des pro-Netanyahou, Yoav Galant, les Palestiniens sont des animaux humains. C'est-à-dire que cette opposition, par exemple, qui demande qu'on maintienne la Cour suprême israélienne a légalisé la torture raisonnable, ça fait partie de la novlangue sioniste, et la Cour suprême a légalisé la destruction d'un assez grand nombre de villages palestiniens, en particulier le village emblématique de Massafariata, à 20 km au sud d'Hébron. Donc c'est pas de là que viendra, on ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur du sionisme, il puisse y avoir une alternative non barbare, c'est pas le cas. Avant de parler de Gaza, je vais parler de Rabin et d'Oslo. D'abord, Yitzhak Rabin, il faut connaître son histoire. En 1948, il est un des généraux de Ben Gurion, j'ai parlé du massacre de Tantoura. À un moment, Ben Gurion lui dit tu vas évacuer la ville de Ramleh, pas Ramleh, une ville de 30 000 habitants. Il dit oula, mais comment je le fais? Je veux un ordre écrit. Et Ben Gurion lui dit tu n'auras pas d'ordre écrit, et tu le fais. Il l'a fait. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un temps de tout ce qui s'est passé. Les Palestiniens ont quand même 28 000 morts pendant la guerre de 48. C'est 800 000 expulsés après. Rabin devient général en chef de l'armée. Tout à l'heure, c'est Joseph qui parlait de la journée de la Terre. La journée de la Terre, le 30 mars, elle célèbre la révolte des Palestiniens de Galilée qui sont spoliés de leur terre. Il faut dire aussi que la guerre de 48 a fait que les Israéliens ont pris la terre palestinienne. Ils en avaient 8% avant 48, ils en ont 92% après 48, et aujourd'hui ils en ont 97%. Et donc les Palestiniens d'Israël se sont accrochés à leur terre. C'est une population essentiellement rurale au début, et la journée de la terre célèbre une grève générale, une révolte contre la spoliation de la terre. La répression sera terrible, c'est Yitzhak Rabin. En 1986, il y a l'attaque israélienne contre le siège de l'OLP à Tunis. Ils vont tuer une centaine de personnes, dont 20 soldats tunisiens. Ils vont tuer le numéro 2 et le numéro 3 de l'OLP, Abou Djihad. Ils vont bizarrement épargner le numéro 4, qui était Mahmoud Abbas. Et qui a fait ça, c'est Yitzhak Rabin. 1987, il y a la première intifada. Il est général en chef de l'armée. Il dit brisez-leur les os et les jambes. Il y aura quand même 1000 morts et de très nombreux blessés. C'est toujours Yitzhak Rabin. Il y a une déclaration je rêve de voir Gaza s'engloutir dans la mer, c'est Yitzhak Rabin. Donc brusquement, cet homme-là signe, avec le parapluie états-unien, les accords d'Oslo. On est en septembre 1993.
pratiquement dans le mouvement de solidarité, tout le monde a espéré que ça marche. On peut savoir tout de suite pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a été une gigantesque supercherie. Quand vous rencontrez aujourd'hui des Palestiniens qui ont vécu ces négociations-là, ils sont très en colère parce qu'ils se retournaient vers les autorités. Comment vous avez pu signer ça? Parce que ce qui a été signé à Oslo, c'est une seule chose réelle, c'est la coopération sécuritaire. C'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Et donc aujourd'hui, le fait que quand vous allez en Cisjordanie, Mahmoud Abbas et le traité de Collabo-Bétain, mais c'était signé dans les accords d'Oslo, qui étaient contraints à cette affaire-là depuis le début. Les grandes questions vives de la Palestine, un État palestinien, l'arrêt de la colonisation, la libération des prisonniers et surtout le retour des réfugiés palestiniens, on en a causé, on n'a rien signé. Et Yitzhak Rabin lui-même, dans les 26 mois qui séparent la signature des accords d'Oslo de son assassinat, il installe 60 000 nouveaux colons. De quelle paix s'agissait-il et dans quel but? Quand 2 mois, 3 mois après les accords d'Oslo, il y a un extrémiste assassin, Baruch Goldstein, qui assassine 29 Palestiniens qui étaient en train de prier dans le caveau des patriarches à Hébron. Rabin avait une occasion en or de virer les colons qui étaient en plein cœur de la ville d'Hébron. Pour tous ceux qui doutent du mot apartheid, attendez pas une conférence, vous allez à Hébron en un quart d'heure, vous n'avez pas besoin d'un conférencier. Hein. C'est une petite parenthèse. Que fait Rabin, en tout cas après le massacre du caveau des patriarches? Il amène 2000 soldats pour protéger les colons, et 25 ans après, 30 ans après maintenant, les soldats sont toujours là et les colons sont de plus en plus agressifs. C'était donc pas une paix, c'était une façon de faire que Israël n'avait plus à payer pour les fonctionnaires palestiniens, que c'est l'Europe qui allait payer, et c'était le fait de sous-traiter à une autorité palestinienne le fait d'assurer la sécurité, et on voit à quoi ça a mené, en tout cas ça ne menait pas à un État palestinien. Si je continue un petit peu avec les travaillistes, même quand ils ont perdu le pouvoir, ils vont être redoutables. Le mur qui balafre la Cisjordanie, c'est Fouad Ben Elizer, ministre travailliste et secrétaire général de ce parti. L'attaque contre le Liban en 2006, c'est Amir Peretz, ancien secrétaire général de la Histadrout et ministre travailliste. Et puis surtout, le pire, les fameuses négociations de 2002-2003 à Tabac-en-David, qui sont magnifiquement racontées par Charles Anderlin dans son livre Le rêve brisé. La proposition qui était faite à Arafat, c'est ta capitale. Bon, ce ne sera pas Jérusalem, c'est Aboudis, c'est 15 km, tu ne vas pas nous embêter avec ça. Bon, les réfugiés, on va rencontrer des milliers, mais tu ne vas pas non plus nous embêter avec ça. C'est tout comme ça. Et donc, Arafat dit, je ne signe pas. Clinton le prend au collet, lui dit, tu signes, tu es un homme mort et nous te ferons porter la responsabilité de l'échec. Il a été un homme mort, il lui a fait porter la responsabilité de l'échec. Et Barak a eu ces mots terribles. Il a dit, nous avons fait des offres généreuses à Arafat, nous n'avons plus de partenaires pour la paix. Et définitivement, l'extrême droite devient totalement hégémonique en Israël après cet épisode-là dans lequel, une fois de plus, les travaillistes jouent un rôle pitoyable. Aujourd'hui, la secrétaire générale du Parti travailliste, Merav Michaeli, non plus que 4 députés, qui est réputée progressiste, féministe et tout, il y a 2 ans, lors des bombardements sur Gaza, elle avait déclaré où qu'ils soient, les membres du djihad islamique doivent être anéantis. Et parmi les personnalités qui sont pointées dans l'arrêt de la Cour internationale de justice après la plainte de l'Afrique du Sud, il y a le président Isaac Herzog, membre du Parti travailliste, qui est épinglé parce qu'il a justifié les meurtres des femmes et des enfants. Je rappelle qu'à Gaza, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Donc c'était pour dépeindre un petit peu la situation d'Israël. Je vais vous parler de Gaza, puis je vais vous dire de mon point de vue est-ce qu'il y a une issue, parce que c'est très pessimiste ce que je raconte. Alors d'abord Gaza. Vous ne sortez pas indemne de voyage à Gaza, j'en ai fait 2, donc en 2013 et en 2016. En 2016, je suis resté 3 semaines avec un fixeur, un guide extraordinaire. On a fait 80 rencontres, on a rencontré tous les partis politiques à Gaza, sans exception. On a rencontré une foule d'associations de femmes, de bédouins, de pêcheurs, de paysans, d'étudiants et tout. Alors première chose, à Gaza, 75% de la population sont des réfugiés. Donc, quand on parle du 7 octobre, on n'oublie jamais ça, 75% de la
la population c'est des réfugiés, 72% à la carte de l'UNRWA. Quand on s'attaque à l'UNRWA, comme Israël veut le détruire, ça veut dire que l'UNRWA, c'est l'éducation, la santé et l'alimentation. Donc ça veut dire qu'on veut détruire les 3 quarts de la population de Gaza. C'est clair. Le Gaza subit un blocus par terre, par mer et par air depuis maintenant 2007. Entre parenthèses, la guerre interpalestinienne de 2007, c'est pas le Hamas qui l'a déclenché. C'est Mahmoud Dardan, qui était un mafieux, et qui est toujours un mafieux, parce qu'il est pressenti maintenant pour revenir à Gaza, qui, avec la complicité israélienne et états-unienne, a tenté un coup d'État contre le Hamas. Il a vu qu'il allait échouer, il s'est enfui, il a laissé ses 8 camarades se faire massacrer. Quelque part, le Hamas, je ne fais pas son éloge, d'énormes désaccords, mais le Hamas a pris le pouvoir un peu à la suite de son plein gré. En tout cas, Gaza est bouclé par terre, par mer et par air depuis 18 ans. À Gaza, il n'y a pratiquement pas d'eau. 97% de l'eau est impropre à la consommation. Ce n'est pas un coup de malchance, c'est que les Israéliens ont mépris du droit international, ont comme des malades en amont la nappe phréatique. Sur cette fameuse barrière qui a été défoncée le 7 octobre, il y a 120 puits. Les puits sont installés entre des tortueuses, il y a ça aussi à Gaza. C'est un mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Des tours qui font 20 mètres de haut, avec des champignons en haut. Il n'y a personne dans la tour, tout est télécommandé. Et de temps en temps, le champignon s'ouvre, la mitrailleuse sort et elle canarde et elle tue. C'est un des nombreux moyens de tuer la population à Gaza. Et donc, il n'y a pas d'électricité à Gaza. Quand j'y suis, entre 4 et 6 heures. Pourquoi ? Parce que à chaque bombardement, les Israéliens tirent en premier la centrale électrique, en second la station d'épuration des eaux, et en troisième les fermes à poulets. Les 3 grands objectifs militaires, comme vous pouvez le constater. Donc c'est cette situation d'une population complètement enfermée, et en même temps on est complètement surpris. On est surpris pourquoi ? D'abord, il y a 1% d'illettrisme à Gaza. Les Palestiniens se saignent pour que les enfants aillent à l'école et s'instruisent. C'est quelque chose de fondamental. En Égypte voisine, il y a 35% d'illettrés. Il y a, qu'on soit à l'UNRWA ou qu'on dépend des écoles du gouvernement, l'école est gratuite entre 6 ans et 18 ans. Et tout le reste c'est payant. Ce sont des familles qui s'auto-organisent de façon extraordinaire avec une foule d'associations petites et grandes pour organiser le préscolaire ou le périscolaire. Les enfants sont très bien pris en charge. Et pour l'université, ça coûte un prix fou. Les familles se saignent pour pousser leurs enfants le plus loin possible. Il y avait donc en 2016 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année. Comme j'étais prof de maths, j'ai visité les universités de maths, c'est les mêmes programmes qu'en France. Il n'y a pas de niveau au rabais et tout. Et ces gens-là sont massivement au chômage parce qu'il n'y a pas de travail. Et à Gaza, on met tout son savoir pour que la société ne s'écroule pas. Je donne un exemple parce que ça m'a vraiment frappé. L'hôpital Al-Shifa, qui a été tellement diffamé avec les tunnels qui ressemblaient aux armes de destruction massive en Irak, quand je vais à l'hôpital Al-Shifa, on est reçu par la seule psychologue salariée de l'hôpital. Elle nous dit, voilà, il y a plus de 5000 soignants, il y a plus de 20 000 malades, je suis la seule pour le service psychologique, je ne peux pas faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma page Facebook et j'ai dit, je veux des psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement. Elle a eu 100 réponses. Elle a pris les 26 meilleurs, au hasard 23 femmes et 3 hommes. Et ces gens-là, je les ai interrogés, pourquoi vous acceptez de venir bosser comme ça, alors que vous avez à payer vos uniformes qui étaient magnifiques, ceux des femmes et ceux des hommes, et que vous avez à payer votre taxi collectif pour bosser. Et la réponse, c'est 1, on a 5 ans d'études, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. 2, un jour, le blocus s'arrêtera. On a de l'expérience, et donc on aura du travail. Voilà, c'est ça quelque part Gaza, c'est survivre et c'est avoir la résilience dans les conditions les pires. On était dans un quartier complètement déshérité avec Yahya au nord de la bande de Gaza. Il y avait un type qui avait un salaire, un ambulancier, sur son temps libre, il venait apprendre aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, en disant on a eu plein de bombardements, on en aura des nouveaux, voilà ce qu'il faut faire pour s'il y a des blessés, s'il y a du sang, s'il y a des bombardements. Et Gaza, c'est encore ça. On avait des discussions avec les groupes de Gazaouis francophones.
La discussion qu'on avait choisie, c'est faut-il éduquer de la même façon les petits garçons et les petites filles? Donc certes, Gaza est une société patriarcale, je vous assure que les femmes, elles n'avaient pas la langue dans leur poche, et elles disaient, nous, on veut faire du sport, on veut faire du rugby, on veut faire de la boxe, et puis on s'en fout si les hommes nous regardent. Les hommes, ils disaient, moi je suis pas sexiste, j'aime ma femme, j'aime ma soeur, j'aime ma mère, du coup je dis, bébé, je peux pas. Donc toute la discussion, c'était pourquoi toi tu peux pas, et pourquoi ta femme elle peut. Mais on a ces discussions-là à Gaza. C'est pas l'image qu'on en donne aux gens terrorisés. Et sur le pluralisme, on a rencontré la direction politique du Hamas au groupe parlementaire, le chef du groupe parlementaire. On a rencontré le djihad islamique, c'est beaucoup plus rare, c'est assez passionnant. On a rencontré tous les petits partis de gauche, Parti communiste, l'Union démocratique palestinienne, FDLP, et le gros parti de gauche, le FPLP, dont Mariam Aboulaka, qui a été arrêtée dans ma voiture récemment à Marseille et expulsée de façon ignominieuse au Caire. On a rencontré le Fatah, qui n'est pas clandestin à Gaza, en plus deux dirigeants de tendance assez opposée du Fatah. On parle librement à Gaza. Les gens, la gauche sort les pires horreurs sur le Hamas, qui sont probablement vraies, sur sa corruption, y compris sur sa collaboration. Le Hamas sort les pires horreurs sur l'autorité palestinienne, et puis tout ce monde-là se réconcilie dès qu'il y a les premiers bombardements et les premiers affrontements. Ce n'est pas du tout une société terrorisée. Quelques mots du 7 octobre. Je vais prendre l'image de camarade anticolonialiste israélien. Michel Warshawski, il a dit c'est une cocotte minute qui a explosé. Je crois que c'est tout à fait l'idée. Nous récusons complètement l'idée qu'il y aurait une riposte ou des représailles. Là, les Palestiniens ont été expulsés de leur pays à 76 ans. Gaza est occupé depuis 57 ans et bouclé par terre, par mer et par air depuis 18 ans. Quand ils ont fait des manifestations pacifiques, des marches de retour, le bilan, ça a été 350 morts et 10 000 visés. Donc on arrête avec l'idée d'une attaque. C'est eux qui sont attaqués en permanence. Je prendrai fortement les paroles de Nurit Peled, grande anticolonialiste israélienne. Sa fille Smadar avait été tuée dans un attentat du Hamas il y a 30 ans. Netanyahou lui avait envoyé des condoléances et elle avait dit « Tu es un monstre. Tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés. C'est toi le responsable. » C'est mon opinion sur les crimes de guerre que le Hamas a fait le 7 octobre. Et si j'ai une comparaison à faire du 7 octobre avec quelque chose, je comparerai le 7 octobre avec le 1er novembre 1954 en Algérie, où après 125 ans de colonialisme français, oui, il y a eu des médecins, des pharmaciens, des instituteurs qui ont été tués, mais on ne peut pas imaginer dans une situation coloniale que la société civile du pays colonisateur ne paie pas un jour le prix de ce qui est infligé au peuple colonisé. Et la seule solution de ça, c'est en finir avec la colonisation. Je n'en vois pas d'autre. Nous récusons à l'UJFP le mot terrorisme, parce qu'il existe en droit français et en droit européen, il n'existe pas en droit international. En droit international, j'ai dit, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide. Israël coche les 4 cases. Terrorisme, si ça veut dire tuer des civils désarmés, comment on peut parler du terrorisme du Hamas sans parler du terrorisme d'État, de l'État d'Israël? Et les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima et Dresde, c'est des centaines de milliers de civils qui sont tués, c'est du terrorisme, si on prend cette définition. On a accusé de terrorisme Nelson Mandela, qui était le dirigeant de la branche armée de l'ANC, le FNL algérien, le FNL vietnamien, la résistance anti-nazie, le groupe Manouchian, tout ça c'est des terroristes. Le groupe Manouchian c'était dans la fiche rouge, c'est l'armée du crime, d'accord? Donc c'est un terme qu'il faut enlever, il ne fait pas partie du droit international. Donc je suppose qu'il faudra un jour qu'on juge tous les crimes de guerre qui ont été commis. Il faudra juger les crimes de guerre qui ont été commis le 7 octobre, mais c'est rien du tout par rapport au monceau de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont été commis par l'armée d'Israël. Et de façon générale, il est immoral de comparer la violence de l'occupé et la violence de l'occupant. On ne joue pas dans la même division. Dernière chose, comment on en sort? La solution à 2 États n'est ni possible ni souhaitable. Je le dis
Maintenant, elle n'est pas possible parce que quand vous allez là-bas, en Cisjordanie, et que vous passez la ligne verte, vous vous demandez elle est où la Palestine, vous voyez des colonies, vous voyez le mur un petit peu partout, et la Cisjordanie était un archipel quand le monde diplomatique a fait une carte, et maintenant c'est un confetti. Il n'y a plus la moindre unité territoriale et tout. Elle n'est pas souhaitable parce que si vous faites 2 États, d'abord il faudra m'expliquer pourquoi, alors qu'il y a 7 millions de juifs israéliens et 7 millions de palestiniens, on donnerait un État qui est 4 fois plus grand pour les juifs que pour les palestiniens. Ça paraît bizarre, alors qu'ils sont 50-50. Et surtout, les questions vives de cette guerre, c'est les réfugiés. Vous en faites quoi des réfugiés avec 2 États? On comprend bien que peut-être tous ne voudront pas revenir, mais il y a 6 millions de réfugiés qui ont la carte de l'UNRWA, qui sont dispersés, Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Il y en a 3 millions qui vivent dans les camps. On comprend bien que si on ne règle pas cette question, il n'y a pas de paix, puisque c'est ça le crime fondateur. Or, il est bien évident que vous n'allez pas faire retourner les réfugiés à Gaza. Ils sont 75%. Ni en Cisjordanie, ils sont 35%. Donc la solution à 2 États, elle est totalement irréaliste, elle n'est pas souhaitable, parce que je vous ai dit que le sionisme, c'est une théorie de la séparation. La séparation a mené au fascisme, donc maintenir le sionisme, c'est maintenir le fascisme. Et voilà. Alors un État, c'était la position historique de l'OLP, un seul État laïque et démocratique jusqu'en 88. Il y avait un fort courant binational dans le Yishuv avant 1948, j'en ai parlé, avec Martin Buber et tout. Mais il n'y a plus aujourd'hui le début d'un rapport de force pour imposer une solution à un État. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, à l'UJFP, je terminerai par là, donc, quand on a eu notre assemblée générale en janvier, on a dit voilà, le droit international, que je ne mélangerai pas à l'ONU. L'ONU a violé le droit international de façon délibérée avec le vote du plan de partage en 1947, avec le vote du plan de partage est responsable de la moitié de la Nakba. Il a violé le droit international en admettant Israël alors qu'Israël violait complètement tout ce droit et en disant qu'Israël respectait le droit. Donc le droit pour moi, c'est pas l'ONU, c'est des textes. Que dit le droit international sur la Palestine? Il dit la liberté. Ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza. Il dit l'égalité, l'égalité des droits politiques et économiques pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité, leur religion ou leur non-religion. Et il dit la justice, le crime fondateur ayant été l'expulsion programmée des Palestiniens, c'est le retour des réfugiés palestiniens. Il faudra ajouter aujourd'hui, c'est le jugement des criminels de guerre. Donc, la seule solution, c'est que nous arrivions à imposer à tous nos États complices qu'ils imposent que la négociation soit sur l'application du droit international, uniquement celle-là. Et c'est sur l'application de ce droit international que les négociateurs verront la forme étatique que ça peut prendre. Mais il est évident que si vous avez un retour de 2 millions de réfugiés palestiniens dans l'Israël d'avant 67, la séparation n'a évidemment aucun sens. Mais toutes les solutions sont possibles. Un seul État laïque et démocratique, une confédération, une cantonalisation. Mais en tout cas, je terminerai là-dessus, pour nos juifs, la destruction de l'État juif, c'est fondamental. Et quand on nous dit à nous, vous êtes antisionistes alors vous voulez jeter les juifs à la mer, je réponds, qu'est-ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester? Le maintien de l'apartheid ou la fin de l'apartheid? C'est bien sûr la fin de l'apartheid. Qu'est-ce qui a fait que les Français d'Algérie et les Juifs qui étaient autochtones ont dû partir? C'est parce qu'ils acceptaient l'indépendance ou parce que la seule voix qu'on a entendue, c'était l'OAS? Là, on a la réponse. En Israël, il y a l'OAS au pouvoir. Tant qu'il y aura l'OAS, il n'y aura pas de solution. Et donc la solution, elle passe par la destruction du sionisme et de l'État juif et du vivant.